Amis du jour, bonjour. Aujourd'hui, comme prévu, vidéo de cours. Nous allons parler des pointeurs, des adresses et de malloc. En règle générale, c'est quelque chose qui est assez mal vécu par les gens qui découvrent le C, et pourtant c'est sûrement la partie la plus importante. Car quand on a compris comment fonctionnent les pointeurs et les adresses et malloc, d'une certaine manière on ne peut plus s'en passer. On s'en sert tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est aussi ce qui fait la puissance du C. Comme on l'avait vu au départ, l'intérêt du C est de pouvoir gérer sa barrette de RAM à l'octet près. Malloc va très fortement nous y aider. Donc pour commencer, reprenons déjà comment fonctionne une barrette de RAM. D'une certaine manière, ceci est une barrette de RAM. En mémoire, vous pouvez créer des variables, ceci est un int, il fait 4 octets de long, et au sein de cette barrette de RAM, cette variable a une adresse, qui est en fait la première case. Nous verrons après la tête que ça a. Donc ici nous avons un int, ici nous avons un char, ici nous avons un tableau de 7 chars, dans lequel il pourrait très bien y avoir écrit coucou, avec un backslash 0 au bout. Ici nous avons un long, et ici nous avons un tableau d'int, par exemple. Quand on fait un int crochet-crochet, les variables sont alignées les unes derrière les autres. Et ça a donc cette forme. Pour le voir en matière de code, comment on pourrait s'y prendre? Il y a un exemple que nous avons déjà vu et qui met totalement en évidence cette chose-là. Je crée un programme, je commence par main, je crée un int qui est égal à 0, j'ai une fonction qui fait plus 1, nous rentrons donc dans plus 1 qui reçoit un i, je fais i plus égal 1 et je le print. Comme vous devez vous en douter, le i est égal à 0. Quand je l'envoie dans la fonction, il est égal à 0. Quand il arrive ici, il est égal à 0. Ici, i passe à 1. Je peux print i. Et quand je reviens dans la fonction de départ, i est égal à 0. C'est peut-être la manière la plus simple d'expliquer ce qu'est une adresse. Pour ce faire, je reprends mon printf. Et nous ne l'avions pas vu jusque-là, mais hop, pourcentage p va me donner en fait l'adresse de ma variable. Et pour ce faire, je vais avoir besoin de ce signe, qui est le et commercial ou l'esperluette, appelez-la comme vous voulez. Et de l'autre côté, on peut aussi le faire. À ce moment-là, que se passe-t-il? À ce moment-là, c'est très simple. On part d'une variable, ici, dont j'affiche l'adresse plus tard, et qui est 5, 5 1, 2, 3, 4. Du moins, elle se finit par 5 1, 2, 3, 4. Quand je passe dans l'autre fonction, en fait, on se rend compte que l'on fait une copie de cette variable, que ce n'est pas la variable de base. Et à ce moment-là, en effet, on constate que l'adresse de cette variable dans la barrette de RAM n'est pas la même. Une adresse, comme vous le voyez, ça commence par 0x, parce qu'en fait, ça s'écrit en hexadécimal naturellement. C'est donc une adresse en hexadécimal de l'emplacement de ma variable au fin fond de ma barrette de RAM. Et ceci montre donc que ma variable de départ n'est pas du tout la même variable que celle-ci. En fait, c'est une copie, rien d'autre. On peut tout à fait considérer qu'une adresse en informatique, c'est exactement la même chose que votre adresse à vous, de votre maison ou de votre appartement. C'est vraiment la même chose. Maintenant, comment pourrais-je faire pour faire en sorte que ce i, il soit conservé ici? Alors vous me direz, bien sûr, il suffit de le return. Si je return mon i, si je return mon i et que de l'autre côté je dis i est égal à plus 1, on sait pertinemment que ça va marcher. Maintenant, ce qui peut commencer à devenir intéressant, c'est de se demander, et si j'avais envie de return plusieurs variables? Ce qui, je vous le dis, en C est impossible. On peut le tricher, mais c'est avec des structures, mais pour l'instant, c'est impossible. On ne peut pas return plusieurs variables. Alors à ce moment-là, ce que j'ai qu'à faire, c'est plutôt que d'envoyer i et que la fonction plus 1 en fasse une copie, eh ben, j'ai qu'à lui envoyer tout simplement l'adresse. Si j'envoie l'adresse de i, alors là, j'envoie réellement l'emplacement de la variable sur laquelle j'ai envie de travailler. Si j'envoie l'adresse de i, on n'a plus à faire dorénavant un int i, on a affaire à un int étoile.
i. Et ceci est un pointeur. Un pointeur, c'est une variable banale qui fait une taille de 8 octets, comme un long, et elle contient en fait l'adresse de la variable en question. Si j'ai l'adresse, alors j'ai la variable. Et à ce moment-là, je peux par exemple dire que l'on va faire plus égal 1, donc à la valeur du pointeur i, qui est donc la valeur de i qui est 0 pour l'instant, qui vient de passer à 1. Je peux le print de la même manière en gardant mon étoile. Et à ce moment-là, ce n'est plus l'adresse de i, c'est l'adresse du pointeur, et donc je peux enlever ça. Voilà. Là, la valeur de i, c'est l'adresse de i. Le pointeur i contient la valeur. En fait, on dit qu'un pointeur pointe sur une variable. Ici, mon pointeur pointe sur la valeur 1. Ceci est donc directement l'adresse. Ce qui se trouve à l'intérieur de mon pointeur, c'est une adresse qui pointe, qui correspond à l'emplacement barrette de RAM de la valeur 1. Donc voilà, j'affiche la valeur avec l'étoile et l'adresse, donc sans l'étoile. Une fois de retour ici, c'est faux, ce que j'ai mis c'est là. Hop, c'est à lui que j'envoie l'adresse. Le printf, il reste tout à fait normal. Si je fais ça, que se passe-t-il? Il se passe que ça, c'était le code que j'avais écrit avant. Comment se fait-il que... Oui, c'est ce que je montrerai après. C'est pour ça qu'entre-temps, j'en ai fait une copie. Main... Ah oui, main espace copie. Ok. Là. À ce moment-là, qu'est-ce qu'on constate? Donc que la valeur à l'intérieur de la fonction est bel et bien égale à 1, ça on s'y attendait. Que l'adresse en mémoire est strictement la même avant et après. J'ai donc bien agi directement sur la variable en fonction de son emplacement dans la barrette de RAM. Ici, j'envoie l'adresse. Ici, je reçois un pointeur. Ce pointeur, je modifie sa valeur. Je ne fais aucun retour de fonction et tout se passe bien. En fait, si vous voulez imager ça d'une manière simple, une adresse, c'est réellement la même chose que dans la réalité. L'adresse de votre maison, c'est la même chose que l'adresse d'une variable. Un pointeur, en fait, c'est l'équivalent d'un raccourci que vous avez sur votre bureau. Quand vous voulez aller sur YouTube, vous lancez Google Chrome. Mais vous ne lancez pas Google Chrome en allant dans C, Programme Files, Google Chrome, Chrome.exe. Vous le lancez avec le raccourci qui se trouve en fait sur votre bureau. Ce raccourci-là, il pointe vers C, Programme Files, Google Chrome, Chrome.exe, mais il n'est pas ce Chrome.exe. Ce n'est qu'un raccourci. Et ensuite, lui, il a ce pointeur qui est donc le raccourci sur votre bureau, est une variable en fait standard. Ce pointeur a lui aussi une adresse en mémoire qui fait 8 octets donc. Donc je reprends. La variable i, là, c'est l'équivalent de chrome.exe qui se trouve dans C, Programme Files, Google Chrome, Chrome.exe. Le raccourci, le étoile i, ce n'est qu'un raccourci. Et lui se trouve autre part. Je peux afficher l'adresse du pointeur. Si ici je mets une esperluette devant, je n'aurai pas l'adresse de i, j'aurai l'adresse du pointeur i. De la même manière que votre raccourci Google Chrome, donc il se trouve sur, je l'ai plus en tête, c'est user, votre nom, desktop. Ça c'est l'adresse du pointeur ou bien de votre raccourci, l'adresse de chrome.exe, cc, programme files, Google Chrome, chrome.exe. Je suis pas sûr du dossier exact, mais c'est à peu près ça quoi. Voilà en gros. Étoile i, c'est le raccourci qui se trouve sur votre bureau. L'adresse de votre variable, c'est la même chose que votre adresse personnelle. Et ceci me rappelle que dans un exercice précédent, nous avions vu que c'était tout à fait adaptable à n'importe quel tableau. Tableau de char, tableau d'int, tableau de long, ce que vous voulez. Et maintenant, maintenant qu'on a compris ça, on peut comprendre pourquoi c'est le cas. J'aurais pu faire hop, ça, parce que là je vais pas en avoir besoin. Et là. Ok, ici qu'est-ce que je fais? Donc j'attaque mon main,
je me fais un tableau de char, dedans il y a écrit coucou, je l'envoie dans la fonction changeLetter. Dans changeLetter, je dis que la première lettre de coucou, on va la remplacer par un grand X. Je peux la print ici, et je peux la reprint ici. Qu'est-ce qu'on aurait tendance à se dire là? On aurait tendance à se dire que, comme dans l'exercice d'avant, comme dans l'autre, dans le main copy, on pourrait se dire, étant donné que je ne l'envoie pas sous forme d'un pointeur ou sous forme d'une adresse, alors ça ne va pas marcher. Et naturellement, si je vous le montre, c'est que ça va marcher. Et on va tout de suite comprendre pourquoi après. Je compile, je lance. Et qu'est-ce qu'on obtient? Le coucou est bel et bien envoyé à changeLetter. changeLetter remplace le premier caractère par un X. On ne return rien. Et la seconde fonction m'affiche bien ici, lui aussi, X. L'autre chose que l'on peut constater naturellement, c'est que les adresses sont les mêmes. Et pour aller plus loin, quand je veux afficher l'adresse de S, je ne mets pas d'esperluette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que ce que j'envoie ici, c'est déjà un pointeur. C'est déjà un pointeur ou c'est déjà une adresse, ça peut revenir au même. Est-ce que je peux m'amuser à mettre une esperluette? Oui, je le peux, mais à ce moment-là, je fais ça. C'est strictement la même chose. Quand j'envoie ceci, j'envoie l'adresse du premier caractère de ma chaîne de caractères. Et ici, je peux d'ailleurs aussi le mettre. Et si je relance ça, que se passe-t-il? En fait, rien. Il ne se passe rien. On a toujours Xuku, on a toujours une adresse qui apparaît. Bien évidemment, entre la première fois où j'ai lancé mon programme et la seconde fois où j'ai lancé, il est allé positionner ces variables autre part, en barrette de RAM. C'est pour ça que nous n'avons pas les mêmes ici et là. Par contre, donc, j'ai bien envoyé coucou, il a bien changé le premier caractère, ce premier caractère se trouve à cette adresse, et donc, ici là, que je mette et esperluette S0 ou bien que je mette ici S, on constate bien qu'on a exactement la même adresse. Donc quand nous travaillons sur des tableaux, en fait, on ne travaille pas sur une variable, sur une vraie variable, on va dire. On travaille en fait sur un assemblage de variables, et cet assemblage est défini par l'adresse de son premier caractère. Ici, et S0. Maintenant, si on veut pousser plus loin, on va commencer à comprendre l'intérêt de tout ça. Ça veut tout simplement, que se passerait-il si ici, j'envoie donc l'adresse de S, mais je peux envoyer l'adresse du troisième caractère, qui est en fait le quatrième, mais peu importe. Je peux tout à fait faire ça. Enfin, donc je dis là, du troisième caractère. Et... ouais, on s'en fout en fait. Hop. Que se passe-t-il? Eh ben, ma fonction changeLetter vient de recevoir ma chaîne de caractères, mais tronquée. Je lui ai dit, le point de départ de cette chaîne de caractères, c'est le second caractère, sous-entendu le troisième. Enfin, c'est le caractère d'indice 2, donc le troisième. Dans coucou, la chaîne de caractères va donc commencer comme ceci. Il reçoit bel et bien ça, lui, dorénavant, il considère que c'est le 0, il le remplace par un x, ce qui nous donne x coup. Quand je lui demande l'adresse, on peut constater que si celle-ci c'est l'adresse 0, plus 1, on est en char. Donc plus 1, plus 2, ça nous donne donc le troisième caractère. En hexadécimal, on ne compte pas de 0 à 10, on compte de 0 à 16. Sur ce coup-là, j'ai de la chance, ça se finit pas par une lettre, donc c'est assez compréhensible. Le 0 se trouve en fait en F1, donc l'adresse du caractère d'indice 2 se trouve 2 emplacements plus loin, et donc l'adresse se finit par F3. À partir de ça, je pense que vous devez commencer à comprendre qu'on va pouvoir jouer avec nos barrettes de RAM d'une manière assez drôle. Sur de gigantesques tableaux par exemple, on peut directement passer de case mémoire en case mémoire dans le but d'atterrir là où on le désire. Voilà en gros les pointeurs et les adresses. Le premier intérêt des pointeurs, c'est surtout de se dire que dans le but d'optimiser un programme, si je crée une gigantesque variable de type... une gigantesque. Parlons... oui, c'est vrai qu'on n'a pas encore vu les structures.
mais on va en parler donc un tout petit peu. Une structure, c'est une variable que je peux créer en fait manuellement et lui donner des propriétés. Entre autres, une structure, on va dire que ce sera un type de variable qui s'appelle Toto, et dedans je peux avoir 14 int, 14 chars, 23 long intégrés directement à l'intérieur. Cette structure donc, on peut calculer son poids en matière d'octets, et elle pourrait très bien faire 120 octets, 150 octets, 200, 250 octets. Que se passe-t-il si cette variable, je la déplace de fonction en fonction et qu'à chaque fois qu'elle se déplace, à chaque fois elle se copie? Ben tout de suite, la consommation de RAM de mon programme va tout simplement exploser. Ce qui va donc être intéressant à ce moment-là, c'est donc de toujours faire passer nos variables sous forme de pointeurs. À ce moment-là, on passe les 250, 300, 500 octets et de façon illimitée que pourrait faire cette variable, on la passe naturellement à 8 octets. La taille d'un pointeur, qui est en fait la taille d'une adresse. Et à ce moment-là, d'une certaine manière, on obtient une très très forte optimisation de notre programme. Par le fait de faire passer des adresses et non pas de faire systématiquement des copies de variables. C'est l'un au moins des points fondamentaux du pointeur. Maintenant qu'on sait qu'un pointeur, ça fait 8 octets, naturellement, pour optimiser votre programme, si vous faites passer un char, si vous faites passer un short ou si vous faites passer un int, d'une certaine manière, c'est plus petit que la taille d'un pointeur, donc il sera plus optimisé de ne pas passer par un pointeur pour faire passer ce genre de fonction. Maintenant, seconde chose, l'intérêt du pointeur, c'est que dorénavant, on peut simuler que l'on return plusieurs variables. Et ça, c'est très intéressant aussi. Si une fonction a pour objectif de me renseigner sur diverses choses au sein de mon programme, j'ai besoin de récupérer les variables que j'envoie dedans. Donc, je vais pouvoir envoyer des pointeurs d'int, des pointeurs de char, des pointeurs de long, dans le but de récupérer mes variables dans la fonction précédente. Ça, c'est aussi voilà, le grand intérêt. Dorénavant, les variables vont être constantes. Enfin, vont être constantes. Une variable constante, c'est un peu bizarre, mais on va pouvoir dorénavant donc balancer plein de variables et les voir évoluer sans utiliser de return. Et on ne se servira du return principalement que pour se faire passer une info. Moi, très souvent, je fais des return d'int en disant oui ou non. Ou est-ce que ça s'est bien passé, ou est-ce que ça s'est mal passé. Le return va me servir de ça. Pour tout le reste, je colle des pointeurs partout. Pour en revenir à notre projet du Sudoku, c'était exactement ce que je faisais. C'est pour ça que si vous avez regardé cette vidéo, je vous disais, voilà, vous avez une petite introduction en fait aux pointeurs et aux adresses. Quand j'utilise même CPI, rappelons le prototype, nous avons une destination, nous avons une source, et en fait on copie un certain nombre d'octets. Au départ, je me suis créé une chaîne de caractères qui faisait 177. Je rappelle que 177, je l'ai tout simplement calculé avec une calculette pour savoir exactement la taille qu'il me fallait. Et en fait, je copie de la mémoire à un emplacement précis. Et je donne donc l'adresse de ma chaîne de caractères à la position qui m'intéresse. Et à cet endroit-là, j'y colle des blocs qui me permettent en fait d'avoir un affichage de mon Sudoku qui est joli. Au départ, je reçois un Sudoku qui est une chaîne de caractères qui fait 81 caractères de long, et tous les 27 caractères, tous les 9 caractères et tous les 3 caractères, je colle des choses. Ça pour me faire mes séparations horizontales, ça pour revenir à la ligne, et ça pour faire mes séparations verticales. Voilà. Et pour ça, j'utilise l'adresse d'une chaîne de caractères à une position X. Là, je pense que vous devez commencer à sentir que ça devient très intéressant de pouvoir se balader dans nos barrettes de RAM et de positionner là où on le désire. Maintenant, ce que l'on va voir, c'est malloc. Parce que rien n'empêche que mon char display 177, si je demande l'adresse de la position 180, je fais cracher mon ordinateur. Parce que, même si je peux me balader là où je veux dans ma barrette de RAM, il n'en empêche qu'il y a des emplacements qui sont réservés et d'autres qui ne le sont pas du tout. On va donc dorénavant voir comment on réserve un emplacement dans notre RAM. Donc, malloc. On va faire comme d'habitude, on va aller rendre un petit coup d'œil au manuel. Man malloc.
Alors, pour l'utiliser, j'aurai besoin d'stdlib, ok. On voit que dans la même catégorie, on m'a mis malloc, on m'a mis free. Le free, je vais vous en parler tout de suite. Malloc permet de réserver une certaine quantité de données dans votre barrette de RAM. Free permet tout simplement de la libérer. Calloc, c'est une variante. Realloc permet de, une fois que j'ai alloué, je peux réallouer. Si ma taille ne me convient pas, je peux réallouer derrière. On pourra par exemple penser donc à la prochaine vidéo qui consistera à résoudre une liste de sudoku. On peut imaginer que je fais un sudoku, je m'alloque donc 81 octets de long. Une fois que je l'ai fini, je free. Je regarde s'il y en a un autre dans la liste, je remalloque, puis je free, puis je remalloque, puis je free, puis je remalloque, puis je free. On peut le voir différemment. Si, en admettant que l'on prenne en entrée de mon programme le nombre de sudoku que je vais recevoir, admettons 500 000. À ce moment-là, je m'alloque tout de suite de 500 000 multiplié par 81 octets dont je vais avoir besoin. L'autre possibilité aussi, c'est de se dire, vous m'envoyez une liste de sudoku, mais je ne sais pas combien il y en a. Eh bien, je lis une ligne, c'est un sudoku, oui, je m'alloque. Je lis la ligne suivante, c'est un sudoku, oui, hop, je réalloque de 81. Puis une autre, je réalloque, puis une autre, je réalloque, puis une autre, je réalloque. Dans notre cas, je pense que je m'enverrai directement le nombre de sudoku prévus, et de ce fait, je pourrai malloc la totalité en fait du tableau dont j'ai besoin, soit 81 octets multiplié par le nombre de sudoku que vous m'envoyez. Donc, malloc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en paramètre, il prend juste une taille, et qu'il va me renvoyer un pointeur. Donc, ici, je vais dire, exemple, pour écrire coucou, je veux 7 octets en comptant le backslash 0. Je peux donc faire un malloc 7 et je vais recevoir un pointeur qui pointe sur l'emplacement où 7 octets sont réservés. C'est à peu près aussi simple que ça. J'aurais pu commencer par la description. La fonction malloc alloue size byte, size octet, et retourne un pointeur vers la mémoire qui vient d'être allouée. La mémoire n'est pas initialisée. Si la size est de 0, le malloc va return nul. En fait, c'est même plutôt si malloc plante, il va nous renvoyer nul. Nul, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement un pointeur dont la valeur est 0. Voilà. Et une adresse mémoire dont la valeur est 0, ça n'existe pas. Value later successfully passed to free. Oui. Plus tard, il faudra la passer à free pour libérer en fait cette mémoire. Voilà, en gros. On va donc voir comment fonctionne malloc. Malloc, comme le manuel nous l'a dit, je veux créer un char étoile str et on va lui allouer un emplacement en mémoire. Donc char étoile str est égal à malloc de 4. J'ai donc une adresse ici qui correspond à un emplacement de 4 qui m'est réservé en mémoire. Maintenant, est-ce que je peux m'en servir? str0 est égal, admettons, on va écrire lol, pour faire court. Ok, le dernier, ce sera mon backslash 0, et ce sera 3, 2, 1, O. Ok. Quand je suis là, après, je peux donc printf %s là. Ok, si je sors ça, donc on a bien une variable qui a été enregistrée en mémoire, je l'ai remplie tel un tableau, et quand je la print, c'est fonctionnel. Maintenant, en admettant que ça, je peux le mettre ici. Et que je fasse return str est égal à coucou. Toujours aucun problème, ce qui veut donc dire que je peux réserver un emplacement mémoire dans une fonction et je peux me return l'adresse. Et cet emplacement mémoire donc n'a pas été supprimé avec la sortie de cette fonction. Jusque là, on se dit, bon, commence à devenir intéressant, on peut créer des variables en fin de compte un petit peu n'importe où, tant qu'on se renvoie à l'adresse,
on l'a. Ok, maintenant on peut, si on le désire, passer sur un int. Étoile, tab, qui part dans coucou. Et ici, voilà, le malloc 4, honnêtement, on n'écrit jamais ça. C'est pas très joli, on va dire. Ce que l'on fait en général, c'est size of. Size of char, ici, ça veut dire la taille d'un char multipliée par 4. La taille d'un char, c'est 1. Donc ça sert à rien de l'écrire honnêtement, mais c'est normalement la bonne manière de faire. Ici, nous aurons donc size of int, ce qui ne va pas m'allouer donc 4 octets, mais 16. Et là, forcément, int. Bon, le str, on va le laisser comme ça, quoique... Tab. On va faire ça quand même bien. Ok, naninana. 1, 2, 3, 4. Et on peut return le tab. À ce moment-là, contrairement aux chaînes de caractères, je n'ai pas la chance d'avoir un pourcentage S. Donc, ici, int i égale 0. While i inférieur à 4. Et je peux maintenant, hop, pourcentage d, tab i, i++. Et naturellement, sauf si j'ai écrit une connerie, là, tac. Ok. Donc de la même manière, je viens de me réserver 4 multiplié par les 4 octets d'un int, je remplis chacune de mes cases, je return le tab, là ici j'ai besoin d'une boucle et j'affiche ce que j'ai. On pourrait s'amuser, par exemple, à mettre 5. Alors, je sais que la dernière fois que j'ai fait ça, ça n'a pas planté. Voilà, là ça plante pas. C'est un peu embêtant, mais ça devrait. Bon, et bien là il veut pas. Les emplacements qui sont au-delà de ce que j'ai réservé. Ok, bon là on commence à tomber au fin fond de la mémoire et à trouver des choses bizarres. Mais, je sais pas, attends, si je mets 50, je vais pas réussir à le faire planter? C'est tout de même dingue. Bon. Les emplacements qui sont donc derrière le malloc ne sont pas réservés. Et en théorie, je le répète, ça devrait faire cracher mon ordinateur. Enfin l'ordinateur, en tout cas le programme. Là c'est pas le cas. Par contre, je peux peut-être faire ça. Parce que je me dis encore de lire une barrette de RAM là où il n'y a rien. Bon, il y trouvera ce qu'il y trouvera. 5. Est-ce que ça le fait pas planter? Même pas. On va bien se retrouver sur le tab 25, on doit avoir un 5 qui traîne, ouais, il est là. Bon, il y a des choses des fois qui restent inexplicables, mais bon. Le fond de la chose, c'est donc que vous devez allouer la quantité dont vous avez besoin, et naturellement éviter d'écrire en dehors de cette partie de mémoire que vous avez conservée. Sinon, en dépit que j'ai pas réussi à vous le démontrer, vous allez faire cracher votre programme. Et ça apparaîtra sous la forme d'une faute de segmentation en français, et en anglais une seg fault. Voilà ce qu'il faut savoir. Maintenant, on peut aller encore plus loin, et c'est quelque chose qu'on verra, qui nous sera très utile quand on va repasser à notre Sudoku. J'ai besoin d'un tableau. Dans mon Sudoku, ce que je vais faire moi pour nous faciliter la vie, c'est quand on va faire rentrer des Sudoku, tout simplement, on va dire, voilà, tu vas recevoir 10 Sudoku. Chacun des Sudoku est composé de 81 int, ou dans notre cas c'est des chars pour le coup. Comment faire ça avec malloc? Eh bien on va utiliser tout simplement un pointeur de pointeur. Je m'explique. Dans un tableau, chacune des cases a une adresse, et nous avons un pointeur qui pointe dessus. Maintenant, il pourrait être intéressant d'avoir un point de départ, sous-entendu un pointeur, qui va pointer sur... En fait, il serait intéressant de faire un tableau de pointeurs et donc d'avoir l'adresse de la première case.
Donc il nous faut un pointeur qui pointe sur la première case de mon tableau. Ici, un tableau de 10. Chacun composé de 81 chars. Donc, j'ai besoin d'un pointeur de pointeur que je vais malloc. On a dit qu'on recevait 10 sudoku, donc fois 10. À l'intérieur, c'est size of char étoile. Ici, comprenez bien que le fait que j'écrive char étoile, en fait, de la même manière, ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. J'aurais pu mettre int étoile, void étoile, long étoile. Puisque de toute façon, à partir du moment où il y a une étoile, ça fait toujours 8 octets. Maintenant, on l'écrit de cette manière pour bien voir ce que l'on fait. Je désire avoir un char, je mets un size of char, et j'en veux 10. Mais dans tous les cas, que je mette char étoile, int étoile, long étoile, ça reste un pointeur, et donc c'est 8 octets. Qu'est-ce que je viens de dire ici? J'ai dit que je veux un pointeur qui pointe sur un pointeur, soit, et que je veux qu'il fasse une taille de 10. À partir de là, j'ai donc alloué, on va dire, la première colonne de mon tableau. Maintenant, j'ai besoin d'allouer toutes les lignes. Donc, pour faire cela, on va avoir char... c'est pas du tout ça. On va avoir tab i qui est égal à malloc size of, cette fois-ci char, multiplié par 81 ou 82 si on veut mettre un backslash 0 au bout. Mais quand on fait ça, en fait, on connaît la taille. On connaît la taille de ce que l'on reçoit, donc bon, c'est du char, je mets 82 pour préparer mon backslash 0. Ici, ça serait pas obligatoirement obligatoire. Donc je reprends. Je crée mon tableau de tableau que j'alloue en disant que c'est des pointeurs qu'il y a à l'intérieur et que j'en veux 10 parce que je vais recevoir 10 sudoku. Ensuite, je les prends tous un par un et je les réalloue avec la taille de mon sudoku en faisant i++ à chaque fois. Et à ce moment-là, donc, je peux me permettre de commencer à rentrer dans mon tableau et à le remplir des sudoku que je vais recevoir. Donc je vous ai passé le remplissage pour aller plus vite. On a donc notre sudoku de 82 dans un tableau de 10. Et voilà, la case, cette fois-ci, on a donc 2 crochets naturellement parce que nous avons 2 dimensions. Donc tab i0, je lui ai dit qu'il serait égal au compteur. Le i1 à i+1, le i2 à i+2, j'avance et je remplis mon tableau au fur et à mesure. À la place de ça, dans le prochain projet, on peut considérer qu'il y aura un read qui va read le sudoku les uns après les autres et qui va me remplir mes cases. Et à la fin, j'aurai donc un tableau de tableau, un tableau composant, s'il y a 100 000 sudoku, un tableau long de 100 000 et large de 82, tout simplement. Je remets mon compteur à 0 et puis je vous les affiche. Et on voit donc que j'ai bien 10 lignes à mon tableau, et le nombre de colonnes, là je n'en affiche que 2, mais tel que je l'ai alloué, en fait il y en a 82. Voilà, pour imaginer que ça va assez loin. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour de ce que l'on peut faire avec malloc. Non, à la limite quand même, faut qu'on parle de free, hein, ça peut être intéressant. Et tout de même, je dois vous parler donc de free avant de finir. Le free marche exactement de la même manière que malloc, mais à l'opposé. Ici, je crée donc mon double tableau, je le malloc, je dis qu'il fera une taille de 10 pointeurs. Ici, je refais un malloc, je dis qu'il fera une taille de 82, et ça, je le fais 10 fois. Et bien, de la même manière, je remets mon i est égal à 0. Tant que i est inférieur à 10, je free mes tab i avec i++, et à la fin, je free tab. Visuellement, ça ne change rien. Pour le faire, sur Windows, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Sur Linux, il y a Valgrind qui permet ce genre de choses, en fait, de regarder la consommation et le fait que la mémoire est bien utilisée dans votre programme. Bon, j'avais pas prévu que ça serait aussi long, parce que c'est vrai que j'ai une connexion assez révolutionnaire là où je me trouve. Il n'y a pas ma vitesse, si. Ah ah, ça doit en faire rêver plus d'un, ça. Mais bon, on y va tout doucement. De toute façon, je ferai une coupure au montage, si j'y pense. Sinon, vous me regarderez télécharger mon Valgrind.
Et si je dis pas de bêtises, ça fait franchement très longtemps que je m'en suis pas servi. Si je le lance basiquement comme ça, il me semble qu'il me dit donc à la fin qu'il n'y a aucune erreur. Ouais, c'est là. Total de l'usage de la heap, c'est de la zone mémoire du programme. J'ai fait 12 allocations et j'en ai free 12. Pour un total donc de quasiment 2 kilooctets. Voilà, ça peut être toujours intéressant de finir vos programmes en mettant un coup de Valgrind et en vous assurant que tout ce que vous avez malloc, vous l'avez aussi free. Et ce qui est assez marrant, c'est que j'en ai 12 et que je suis censé en avoir 11. Là, j'en ai 10, j'ai la 11e qui est à côté et je me demande bien ce qu'est la 12e. Mais je crois de souvenir qu'il y en a une qui est entre guillemets naturelle. Si je fais ça. Non. J'ai bien 0 alloc, 0 free, donc il y en a une que je ne... Je fais une allocation ici. J'en fais 82 là. C'est une excellente question à laquelle je n'ai pas de réponse. Ça aussi, ça sera coupé au montage. À partir de là, je crois qu'honnêtement, je vous ai tout dit. Et que la meilleure manière de voir ce que l'on peut faire avec ça, c'est de passer dorénavant donc à la seconde phase du projet de Sudoku, qui consiste donc, au lieu de résoudre un Sudoku, on va en résoudre une multitude. Défaut qui sera pallié dans la troisième version, et le fait que non, on ne peut pas encore dire que c'est un benchmark parce que il n'utilise qu'un seul cœur de votre programme. Ça sera la troisième partie où on va voir comment on sépare les cœurs pour leur faire calculer diverses choses. Donc voilà, là on est bon et on peut donc passer au recode du Sudoku version liste et non pas version Sudoku unique. Amis du jour, bonne soirée.